Merci pour cette présentation et bonjour à tous. Du coup, on va continuer un petit peu cette série de webinaires qu'on avait déjà entamé sur d'autres sujets. Je vais présenter aujourd'hui la prise en charge d'un patient en particulier, alors qui n'a pas grand-chose de vraiment très compliqué, mais pour montrer simplement ce qu'il est possible de faire avec ces implants. Il n'y a pas d'imitation, on va dire, hein, un petit énotement ou un implant unitaire. On peut faire d'autres choses avec. Euh, je profite toujours en introduction pour rappeler que le principe de la chirurgie minimalement invasive, c'est évidemment de limiter les lambeaux, de limiter les grandes ouvertures, de limiter toutes ces techniques un petit peu plus traditionnelles, on va dire. Ceci étant, il ne faut pas oublier un point, à mon sens, essentiel, qui est que quelle que soit la technique qu'on utilise, l'idée, c'est comme d'arriver à un résultat final à peu près équivalent. D'accord. Si c'est pour choisir une technique qui, oui, est moins invasive, mais les implants sont mis de travers, pas à la bonne place et pas compatibles sur le plan prothétique, évidemment, ce sont des techniques qui sont complètement inutiles. Alors, le cas clinique que je vous présente, c'est une femme de 61 ans qui m'a été adressée au cabinet par un confrère, une patiente motivée qui a déjà eu un implant posé ailleurs, qui vient après un bilan fait chez un confrère qui demande une prise en charge globale, qui veut surtout qu'on limite un traitement relativement simple. Elle veut bien qu'on réhabilite les dents qui sont abîmées, elle veut bien qu'on réhabilite les secteurs touchés, mais elle veut éviter que ça parte dans tous les sens, elle veut éviter les greffes, elle veut éviter les traitements lourds, compliqués. Donc voilà, elle cherche une solution qui semble s'adresser un petit peu au minimalement invasif. Une patiente sur l'état de santé général qui présente un petit peu d'hypertension, un anévrisme aortique mais qui est surveillé et contrôlé, pas de traitement particulier, ou en tout cas gênant pour nos chirurgies. Voilà la radio panoramique donc que m'envoie le confrère qui a fait le bilan. Il me dit, voilà, bah, écoute, on a un certain nombre de problèmes. Alors, ce premier qui va sauter aux yeux, c'est évidemment le problème qui va survenir secteur 3, ici sur le bridge entre la 35 et 37, où on voit bien que ce bridge va très probablement, malheureusement, finir en extraction parce qu'il il va pas être conservable. Cliniquement en bouche, on a une grosse inflammation, voire infection au niveau de la 35, une suppuration un petit peu qui traîne dans le coin. Le bridge commence à être mobile au niveau de la 35, du coup on sollicite uniquement la 37. Donc cette zone-là va pas être conservable. Mais le confrère m'envoie aussi, il me dit, voilà, attention, oui, il y a bien au niveau de secteur 3 des choses à voir, mais il faut également voir les autres secteurs. Les dents présentent des lésions périapicales et pour lui, il faut traiter l'ensemble. Alors voilà, une rétroalvéolaire, il est fichu, la 7 est à peu près dans le même état. Le bas pose pas trop de questions, c'est pas une problématique sur laquelle on va s'attarder trop longtemps. Au niveau maxillaire, alors oui, effectivement, toutes les dents qui sont là, ben voilà, la 27 présente des lésions périapicales sur au moins deux racines. 26, c'est à peu près dans le même état. Il y a des lésions périapicales. On a une proximité du sinus. La patiente, de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Alors, des lésions périapicales qui sont certaines un petit peu plus petites. Puis au niveau de la 26, bah, ça prend un petit peu plus d'ampleur. Voilà, le traitement d'eau avait déjà été fait, on avait tenté des trucs. Bon, la patiente n'est pas partante pour qu'on s'acharne sur de faire des retraitements, aller renettoyer, faire des chirurgies périapicales. Elle me dit non, c'est bon, j'aimerais des choses un peu plus simples. Elle me dit, ce sont des dents, les couronnes sont là depuis un moment. Je suis d'accord pour qu'on les enlève, pour qu'on fasse abstraction de ce truc-là et qu'on reconstruise. Vous voyez qu'il y a déjà eu des implants qui ont été mis secteur 4 et l'implant 15 se porte très bien. Les implants en position 46-47, au niveau de l'implant, il n'y a pas de souci technique. Seule chose à redire, c'est au niveau du plan d'occlusion. En fait, les deux couronnes sur les implants 46-47 bah, sont en inocclusion. Donc, forcément, bah, il y a nettement moins de sollicitations mécaniques et ça pose moins de problèmes. Alors, plan de traitement qui est présenté à cette qui est somme toute relativement simple. C'est pas un cas qui est très compliqué, hein. Simplement, il y en a un petit peu de partout, mais c'est pas un cas très compliqué. Donc, dans un premier temps, bah, c'est de réaliser les extractions de toutes les dents qui présentent des foyers infectieux. La patiente approche de la retraite. Elle voudrait remettre à plat tout ce qui est à remettre à plat et éviter de traîner avec elle des trucs un peu abîmés. Pardon, j'ai pas précisé. Elle est dans le secteur médical. C'est une patiente qui est infirmière et voilà, qui a
conscience de comment se passent éventuellement des infections latentes qui vont traîner en cas de problème un jour. Donc, elle souhaite un peu faire abstraction de tout ça. Alors, on a dit, bah, pas de problème, il faut enlever les dents présentant les foyers infectieux, poser un implant pour chaque dent manquante autant que possible, poser les couronnes transvissées, et évidemment dans la foulée, bah, refaire, si possible, les deux couronnes 46-47 pour remettre tout ça dans le plan d'occlusion. En termes de difficultés techniques sur le plan de traitement, les difficultés ne sont pas tant techniques. La première difficulté, c'est de trouver des disponibilités avec la patiente parce que bah, elle est infirmière et donc comme nous en profession libérale, ménager du temps dans les plannings pour venir passer une heure et demie au cabinet, faire des gestes un petit peu réguliers, les traiter une par une en venant toutes les semaines ou tous les 15 jours, on les fait une par une. C'était pas quelque chose que la patiente souhaitait. Elle voulait qu'on avance en groupant un petit peu. Au départ, elle voulait même qu'on réalise extra. Ça va probablement faire lourd parce que le temps de faire des curetages, de faire ça proprement, de nettoyer, tout remettre bien d'aplomb, déposer les couronnes pour pas tout arracher, pas perdre les corticales vestibulaires, bah, ça prend un peu de temps. On défait les constructions une par une, on enlève tout proprement. Donc je lui dis, à mon avis, c'est pas une bonne idée de tout extraire d'un coup. Elle a des attentes un petit peu prothétiques. En fait, c'est pas tant sur le résultat esthétique, c'est surtout qu'elle souhaite une réhabilitation un peu globale et une vision d'ensemble. Euh, revenir sur ce qui s'était passé sur ces implants secteur 4, où bah, on a mis les implants, les couronnes du haut étaient à refaire, on a fait un plan d'occlusion qui n'était pas vraiment là, puis dans du haut avait graissé, donc ensuite on a changé les couronnes du haut, mais du coup les dents ne se touchent plus. Donc voilà, elle voudrait quelque chose d'un petit peu carré dès le départ, où on est sûr de la direction qu'on va prendre, et quand on va lui proposer de refaire un certain nombre de couronnes, alors les implants en dessous, oui, les techniques implantées, on se débrouille comme on veut, mais on rentre dans un plan d'occlusion, tout est aligné et on fait tout d'un coup. C'était la raison pour laquelle elle voulait tout faire d'un coup, c'est qu'elle pensait que pour nos prothésistes, c'était beaucoup plus facile de tout réhabiliter d'un coup et d'avoir une seule fois le plan d'occlusion. Donc, je lui lise quelques étapes. Alors, évidemment, on commence par des empreintes, des modèles un petit peu d'études quand même, éviter les pièges. Faire les extractions, moi j'ai opté pour les faire en 3 temps, secteur par secteur. Laisser des temps de cicatrisation, au moins 15 jours entre chaque, histoire d'avoir au moins des oreillers pour éviter d'aller déposer des couronnes et brasser des copeaux métalliques sur des alvéoles encore ouvertes. Attendre cette phase de cicatrisation. Alors, les molaires maxillaires vont pas trop poser de problème en termes de cicatrisation. Par contre, vous imaginez bien que le bridge mandibulaire, avec la perte totale de la paroi vestibulaire, un kyste un peu conséquent au niveau de la racine de la 35, ben, ça va prendre un petit peu de temps à cicatriser. La patiente est prévenue, on sait qu'on a un timing un peu long, on dit c'est pas de souci, donc on a commencé par les extractions de ce secteur-là. Et pendant la phase de cicatrisation, ben, on en profite, entre guillemets, pour faire toute la planification prothétique entre les empreintes préalables qui avaient été faites et les empreintes que je refais une fois la patiente, entre guillemets, édentée. Évidemment, faire quelques essayages entre-temps validés, poser les implants et ensuite poser les couronnes. Là, le travail est déjà quasiment accompli. Alors, la planification. Ici, on va dire une première pré-planification que j'avais fait un petit peu de mon côté. Une simulation 3D un peu des objectifs thérapeutiques, de voir que effectivement on peut bien passer deux molaires au maxillaire, on peut passer les dents équivalentes à la mandibule. Ici, j'ai exprès enlevé le wax-up que j'avais fait sur 46-47 pour bien se rendre compte que sur un plan d'occlusion conventionnel, les couronnes 46 et 47 ne sont pas dans le plan. J'ai suggéré à la patiente de refaire ses dents mandibulaires parce qu'il n'était pas souhaitable de lui mettre des dents 16 et 17, pardon, égraissées artificiellement pour correspondre à l'occlusion actuelle qu'elle avait. La patiente a tout à fait compris, elle était d'accord avec ça. En vue occlusale, à un moment, il a même été envisagé de refaire la couronne sur la 15. Puis on a abandonné ce projet parce que finalement, on pouvait largement se dé avec la couronne qui existait sur un plan actuel, soit pas trouvé une grande nécessité de tout refaire. À la mandibule, voilà, donc la simulation, quand on remet les deux dents, ben, évidemment, côté droit, on retrouve un plan d'occlusion un petit peu plus sympa. Pour valider ça pendant la phase des extractions, ben, j'ai demandé au laboratoire de me relier un petit peu ce wax-up par une plaque résine
traditionnel, il me fait un modèle imprimé avec la plaque imprimée par-dessus, et ça nous permet de faire comme ça un essayage en bouche. Donc ici au niveau du maxillaire et au niveau de la mandibule. Alors il ne me l'a pas fait sur les deux dents ici du plan d'occlusion 46-47, simplement parce que la simulation était un peu fine par-dessus et que la résine allait casser. Il n'y a pas de problème, si déjà on valide tout le reste, on sera d'accord sur le plan d'occlusion et tout le reste, on n'aura plus qu'à revenir sur la planification pour faire 46-47. On valide ça en bouche, ça permet de faire les essayages. Et ça permet, je ne veux pas dire de me servir de guide chirurgical, mais de me servir comment dire, de mesure de référence, permet de mesurer les diamètres mésio-distaux des dents qu'on a prévus, de me repérer un petit peu par rapport à l'édentement qui va rester, savoir où je vais pouvoir me placer et où je vais mettre mes implants dans des positions stratégiques autant que possible. Donc vous voyez la cicatrisation au niveau de la 35 cette fois-ci, donc en bas à gauche, on on a un secteur qui a mis quand même plus de 9 mois à cicatriser. Même à la fin, la cicatrisation n'est pas totale, donc on a quand même jugé bon d'intervenir. Simplement parce qu'au CBCT, on retrouve le volume osseux, je pense, complet, mais on n'a pas la densité osseuse terminale qu'on peut espérer sur ce secteur-là. Alors pour ceux qui se poseraient la question, je n'ai pas greffé, j'ai pas mis de matériaux artificiels. La seule chose que j'ai fait sur l'extraction, un bon, et j'ai utilisé ici, c'est l'équivalent d'une éponge hémostatique faite par Septodon, là ils ont des trucs qui s'appellent un septocone, qui est supposé de pseudo s'intégrer ou en tout cas de conserver le volume un petit peu plus longtemps pendant la phase de cicatrisation pour faire un vague semblant de ROG, essayer de gagner de la place. Bon, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne tel que c'est prévu. Ou si j'avais mis simplement une éponge hémostatique ou quelque chose, j'aurais pas eu la même cicatrisation. Dans les faits, j'obtiens un volume et qui est relativement compatible à la pose d'implant et me pose pas trop de problèmes. Les secteurs maxillaires, vous voyez, un côté a cicatrisé un petit peu mieux que l'autre, un côté gauche a cicatrisé un petit peu plus favorablement que le côté droit. Par contre, en refaisant un sondage, enfin un sondage, j'ai l'habitude d'utiliser un outil qui s'appelle l'ostéotenseur pour vérifier un peu mes densités osseuses. Et on a eu la surprise au maxillaire d'avoir un os largement sur les deux sites de cicatrisation, droite et gauche, c'était à peu près pareil. On a eu un os des quatre, donc j'ai un petit peu stimulé ça pour essayer d'augmenter un peu en densité pour la stabilisation de mes implants, parce que vous allez le voir, au CBCT, on a des hauteurs sous-synoviennes qui sont aujourd'hui pour moi confortables, mais dans des standards d'implantologie comme on le faisait par le passé, on aurait bien aimé avoir un petit poil plus. J'en profite, voilà, pour la 15 que vous voyez ici sur la gauche de l'écran. Une des raisons pour laquelle la patiente ne voulait plus de soulever de sinus de greffe péralable, c'est qu'il y en a eu pour la pose de cet implant. Radiologiquement, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, est-ce qu'en vrai, il reste une fine membrane, un truc? J'en ai absolument aucune idée. Mais bon, elle a un peu souffert sur la réalisation de ce geste-là. Elle n'en garde pas un souvenir tout à fait incroyable. Donc, elle souhaite autant que possible éviter. L'analyse au CBCT, ben, vous voyez sur la 35 ici, alors là où on retrouve, hein, on va avoir plus de 9 mm de haut, ça c'est pas un problème. Par contre, une largeur au sommet crestal, 3,8 péniblement. Au niveau de la 36, donc, qui était une dent un petit peu édentée depuis longtemps, c'était l'inter de bridge. Voilà, j'ai reporté simplement mes distances, vous voyez en haut à gauche, j'ai reporté mes distances mesurées des dents qu'il y avait sur le petit modèle imprimé qu'avait fait le laboratoire. Ici, on a toujours un petit peu de place. La hauteur, c'est pas trop le souci, mais on a pareil péniblement 4 mm en même pas sommet de crête, hein, en se décalant un petit peu d'1 à 2 mm du sommet de crête. Donc on a des crêtes qui ne sont pas extrêmement larges à ce niveau-là. Au niveau de la 7, bah, là, il y a un peu plus de largeur. Par contre, effectivement, on va gagner 7, 8 mm, on va dire, en dimension exploitable, hein. Si je pars du bord, on va dire, de crête le plus bas, euh, sur l'unification, si je veux que toutes mes spires soient intégrées dans l'os, ben, je vais avoir 7, 8 mm maximum, mais pas énormément de marge. Et puis, vous voyez, je suis obligé de me décaler un petit peu en vestibulaire, parce que si je me reste trop côté lingual, ben, malheureusement, avec une longueur ne serait-ce que de 7 mm, ben, je risque de venir accrocher le nerf présent au niveau de la muqueuse en regard du bord lingual. Au maxillaire, bon, la planification
elle est la même à peu près de partout. On a, allez, de ce côté, 7 millimètres sous le sinus. On n'est pas trop mal, on devrait pouvoir éviter le sinus. Là, pour le coup, il y a de la largeur. Alors, ça se voit pas très bien, je vais vous redonner la mesure. Il y avait au moins 7 millimètres de large. Donc là, j'ai pas de souci pour pouvoir venir implanter. Devant, au niveau de la 6, ben là, ça se réduit un petit peu. On a un peu moins de 5 millimètres sous sinusien. Par contre, il y a toujours de la largeur, c'est pas un problème. De l'autre côté, alors prêtez pas attention, c'est moi qui ai mal placé ma coupe sur l'image en haut à gauche, mais on est bien secteur 1. Là, pareil, on retrouve 5-6 millimètres au niveau de la 17, en hauteur sous-sinusienne, et puis pareil, 6 millimètres au niveau de la 16. Donc, au maxillaire, à mon sens, il n'y a aucun problème technique à implanter. On a une crête qui est assez large. Je vais pouvoir utiliser des implants relativement larges avec des spires qui vont être marqués, qui vont me faire mon appui. Donc, pareil, je ne crains pas trop d'implanter, même sur une densité osseuse relativement faible. Et on va utiliser une technique décrite par IBS comme étant la technique CMC, qui va être un équivalent de Summers, de venir faire une approche cristal, s'approcher du rebord sinusien avec un équivalent d'ostéotome, qui est cet instrument-là, ici, un peu en gros plan, venir avec un impacteur, pousser un petit peu, décoller une petite fenêtre osseuse, pousser cette fenêtre osseuse au détriment du sinus, emmener avec du coup la membrane sinusienne. Et alors, sur le schéma à venir greffer, moi, étant donné que c'est simplement un petit millimètre ou 2 millimètres en plus que j'ai à gagner, je me contenterai simplement de glisser une éponge hémostatique dans mon forage et de pousser mon éponge hémostatique sur le plancher sinusien. L'avantage va être de conserver toujours, mettre à l'abri, on va dire, ma membrane sinusienne, éviter de la déchirer. J'ai une éponge, un truc qui va être complètement mou, va prendre un peu de volume une fois glissé, imbibé de sang. Donc, va venir me protéger l'apex de mon implant d'une perforation sinusienne, m'évite l'utilisation de biomatériaux, donc je vais réduire le facteur inflammatoire et les suites post-opératoires pour ma patiente, et d'autant plus qu'elle donc souhaitait éviter autant que possible le biomatériau au niveau sinusien. J'ai aucun problème à mettre simplement une éponge hémostatique. La phase opératoire, alors c'est un protocole qui est tout à fait classique, hein, qui n'est pas très compliqué. Je vais d'abord venir sonder un petit peu le site implantaire, relever ma hauteur de gencive au-dessus de mon niveau osseux pour pouvoir simplement déterminer la hauteur de mon col. J'aurais eu une place un petit peu plus généreuse, je ne m'embête pas, je prends un col un tout petit peu plus long, puisque de toute façon, je vais pouvoir enfouir mes spires un petit peu plus loin. Là, étant donné que c'est limité, j'avais tablé, et c'est ce qui s'est passé, sur prendre des cols de faible hauteur, des cols de 1 millimètre, pour, on va dire, la crête étant plate, tout est plat, j'ai simplement à compenser le 1 à 2 millimètres d'épaisseur de gencive que j'ai, sans avoir trop d'inquiétude non plus, puisque ma patiente ne demande pas, la patiente ne demande pas d'un résultat esthétique. Elle veut du fonctionnel. J'ai pas mis la photo des autres dents, mais voilà, on n'est pas tout à fait homogène sur toutes les teintes. Ce sont des dents qui ont déjà été restaurées un petit peu de partout. Voilà, la patiente a pas vraiment une attente esthétique. Elle découvre pas beaucoup. Elle a dit, c'est pas ce qu'elle cherche. Elle cherche pas à faire joli, surtout sur des secteurs postérieurs. Elle veut surtout quelque chose de solide, facile à manger et surtout sans complications chirurgicales. Donc une fois qu'on a fait ce relevé un petit peu d'épaisseur gingivale qui nous reste. On va venir mettre dans le protocole deux pins qui vont nous servir de guide. Je fais les deux forages en gardant le même axe pour les deux. Je viens poser mes deux pins. Une fois que ces pins sont en place, on peut aller faire le CBCT. Alors, j'en ai profité, parce que là, l'intervention va se faire en un seul temps chirurgical, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a réalisé les extractions en 3 temps différents, le temps de démonter ça tout proprement. Par contre, la pose des implants, étant donné les techniques minimalement invasives, qu'on n'a pas à lever de lambeaux, on n'a pas à faire d'ouverture, on n'a pas du coup à resuturer, pardon, en fin d'intervention, on limite le geste sous-sinusien, l'approche est très facile, c'est pas un volet latéral, ça prend beaucoup moins de temps à faire. Donc le maxillaire seul, en termes de timing, va me prendre rien ou pas grand-chose en termes de temps. Et donc dans la séance, peut
aisément m'occuper de la mandibule qui va demander un tout petit peu plus d'attention. Donc j'en profite, je viens faire également mes emplacements prévus de l'autre côté. Donc une toute petite anesthésie de surface, hein. Là, on vient simplement passer d'1 à 2 millimètres notre corticale osseuse pour venir simplement stabiliser les pins. Donc même exercice que tout à l'heure. Alors malheureusement sur ma photo, je m'excuse, on ne voit pas le deuxième pins. Les deux pins sont en place, les relevés, les dimensions mésio-distales en fait sont reportées avec la sonde parodontale et on va dire j'ai pris d'une face à l'autre à mon site implantaire, je prends mes relevés, mes mesures sur mon modèle fait, mon modèle imprimé et je reporte les dimensions de cette maquette en bouche et je viens marquer simplement mes points d'entrée. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais il n'a pas fait de guide ou quoi que ce soit. Non, je reporte simplement des mesures que j'ai identifiées au préalable et ça me suffit largement. Vous allez voir, le maxillaire ne pose absolument aucun souci. On fait le CBCT, retour du CBCT, donc les axes étaient validés, les positions étaient correctes. Je n'ai pas besoin de faire de retouche. Donc là, on y va pour une séquence de forêt très simple. On va passer un forêt autour du pins, venir faire un premier, entre guillemets, carottage, en restant à 1 à 2 millimètres théorique de la membrane sinusienne, enfin on va dire, du plancher sinusien, parce qu'on va garder un petit peu la corticale. Avec cet instrument, ici, un petit peu cette ostéotome, deux, trois petits coups d'impaction, on décolle le plancher sinusien et on va ensuite simplement repousser ce morceau au détriment du sinus, mais j'ai même pas besoin d'insister beaucoup puisqu'on l'a vu, le but étant simplement de venir pousser un petit peu petite calotte sinusienne, de la repousser un petit peu au détriment du sinus, mais d'1 millimètre, 2 grands maximum, donc j'ai pas nécessité de venir mettre beaucoup de greffe à cet endroit-là. Comme j'avais passé mes ostéotenseurs, j'ai augmenté un petit peu. Donc, j'ai jugé bon de passer simplement en un passage le tarot qui est fourni avec la séquence. Donc ici, ce sont des implants qui doivent faire 5 ou 6 millimètres de diamètre. Et voilà, on vient visser l'implant. Premier implant est posé, donc je ne reproduis pas le reste de la séquence pour le reste parce que ça se passe exactement de la même façon. Donc pose du deuxième implant côté droit. On a fait exactement la même chose côté gauche. Je vous ai mis les photos, on avance un peu sur le cas clinique. Il n'y a aucune difficulté technique au maxillaire, hein. La pose des 4 implants maxillaires, si ça nous a pris 3 quarts d'heure, c'est bien la fin du monde. Entre le temps d'aller faire le CBCT, ce qui nous a quasiment pris le plus de temps, c'est de faire l'anesthésie et d'aller se balader, faire le CBCT une fois les pins mis en place. D'accord? Petite pause, on attaque la mandibule. Mandibule, donc vous voyez la largeur de crête, hein, vous vous retrouvez avec 3-4 millimètres de gencive attachée, ce qui ne nous suit pas. Donc je vais venir faire mes relevés ici, même sur le côté, même si ça descend un petit peu, même si on a une partie un peu déclive de côté. Vous voyez, on va avoir 2-3 millimètres maximum à récupérer de gencives attachées. C'est pas énorme, il n'y en a pas beaucoup sur ce site-là. La cicatrisation suite à l'extraction du bridge nous a pas gardé énormément de tissu. Alors oui, on pourrait se dire à ce niveau-là, on va faire une greffe, un conjonctif, aller prélever un épithélium conjonctif, récupérer. Et ça, faire un peu de paro sur ce site-là. Vous allez voir, je vais aborder pour une technique un petit peu différente. On fait même principe que tout à l'heure, on vient mettre nos pins dans les positions qui ont été relevées. Alors, vous voyez déjà, il y a des petites divergences d'axe sur les pins que je mets, mais simplement parce que vous vous souvenez sur la planification que les crêtes ne sont pas extrêmement larges. Donc on cible à peu près le milieu de crête. On vient mettre ces pins. Là, comme je sais qu'il n'y aura pas assez de gencives attachées de tissu kératinisé autour de mes implants, je vais faire l'incision. Alors, on pourrait faire une incision la plus petite possible. On peut les faire des incisions arciformes et décaler un petit peu en vestibulaire. Là, étant donné qu'il y avait 3 sites implantaires contigus, j'ai préféré faire une incision continue de la 35 à la 37. Par contre, je n'ai pas besoin de décoller, d'ouvrir plus loin le long de ma corticale palatine et enfin pas palatine, linguale et vestibulaire, parce que mes pins sont en place et eux, je vais les me servir de guide. Donc, je connais la position, je sais où je vais aller. J'ai pas besoin je n'ouvre pas pour voir mon site opératoire, j'ouvre simplement pour ne pas abîmer ma gencive kératinisée. Je vais poser mes implants en repoussant ma gencive ici au bord. Et ensuite, 3 sutures, tout à fait simplement, pour venir se mettre autour des cols implantaires. On laisse ça cicatriser. Si la machine veut bien passer les images. Hop.
Ici, contrôle à 6 mois de cicatrisation. Bah, maxillaire, ça pose absolument aucun souci. Vous voyez, tous les cols sont parfaitement bien intégrés. On a de la gencive kératinisée. Donc, maxillaire, vraiment, les doigts dans le nez, il n'y a aucune difficulté opératoire, aucune difficulté technique. À la mandibule, ben, vous voyez, on arrive quand même, on a épaissi un peu parce que les cols font quand même, allez, pour les deux premiers 4,5 mm de diamètre. Celui au fond fait 5,5. Je vous prie de me croire, il y a une petite bandelette autour de celui en position 37. Il y a une petite bandelette de gencive kératinisée. Dans la technique est décrite par Ives et par les confrères coréens qui le posent beaucoup plus que nous, qui ont plus de recul que nous. Ils décrivent un épaississement, une augmentation de cette dimension de bandelette avec le temps. Si ça marche chez eux, pourquoi pas chez nous? Donc on va laisser comme ça. Pour les plus frileux, ben oui, on pourrait tout à fait rajouter un conjonctif enfoui. Là, on est 100% dans de l'os natif avec un col un tout petit peu plus long pour compenser un petit peu la partie déclive de la face vestibulaire de ces trois sites. Euh, Très clairement, j'ai relativement confiance que ça ne bougera pas. On a des implants qui ne sont pas en compression osseuse. Moi, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans aujourd'hui que je pose ces implants, j'ai jamais constaté de résorption vestibulaire ou de résorption crestale comme ce qu'on peut trouver sur des implants conventionnels qui sont mis en compression osseuse. Alors voilà, petite compensation qui avait été anticipée, c'est que sur la 37, ben, on se retrouve avec un point d'émergence un peu vestibulaire. La patiente était prévenue, m'a dit écoutez, moi esthétiquement, c'est quelque chose qui va absolument pas me gêner. On s'appliquera tout de même pour lui faire un composite un peu plus esthétique pour reboucher le trou et que ça se voit pas. On est sur une 37, assez loin, la patiente n'est pas gênée et fonctionnellement, on n'a pas mis de greffe, on lui a évité toutes des interventions compliquées, on lui a évité des douleurs post-op. J'ai pas décrit, mais là, l'intervention complète, la pose des 7 implants, allez, si la patiente a pris 3 Doliprane, c'est bien la fin du monde, hein. Donc, 3 Doliprane dans les premières 24 heures, et après, plus rien, terminé, aucune gêne, aucun souci avec ces implants. Voilà, ici, les trois connexions, pareil, les trois connexions, moi, j'ai choisi d'avoir cet implant qui a la particularité d'avoir une connexion interne et une connexion externe qui peut se mettre par-dessus, en tout cas un recouvrement externe. J'ai choisi d'utiliser des embases titane, donc on va voir très légèrement le liseré métallique au bord, mais on peut le faire simplement avec ce qu'ils appellent des piliers courts, où on n'a que l'espèce de téton central et le cerclage périphérique qui se fait sur la zircone. Là, ici, ce sont des couronnes zircone avec Tibase. On peut laisser un cerclage périphérique en zircone, c'est plus joli. Par contre, moi, j'ai plus confiance d'avoir un cerclage périphérique métallique et donc une transmission des forces, à mon sens, qui sera bien meilleure avec une connexion tout métallique que d'avoir une partie de la connexion, le cerclage périphérique, sur de la zircone. Par contre, j'ai quand même un certain nombre, j'ai quelques autres cas où, voilà, pour une demande esthétique, la patiente demande un peu plus, ne voulait pas avoir le liseré. Bon, on a eu triché, on a enfoui les implants un petit peu plus, on s'est assuré de ne pas avoir le bord de l'implant qui se retrouve en supragingival et on a utilisé cette fois-ci de la céramique jusqu'au contact de la connexion. C'est plus joli, mais j'ai un tout petit peu moins confiance dans la connectique va travailler un petit peu plus sur des patients présentant un bruxisme un peu fort ou quelque chose, ben, il faudra quand même contrôler, surveiller de ne pas mettre trop ses dents en contrainte fonctionnelle. Ici, l'équilibrage occlusal, alors oui, au fond, pour nous, en tant que praticien choc, la patiente n'a aucune gêne. Le réglage occlusal est tout à fait correct. On retrouve des contacts occlusaux sur tout ce secteur-là. Vous voyez qu'en comparaison, hein, les deux couronnes côté gauche ben, ne sont absolument pas en occlusion. Le maxillaire, on l'avait décrit, ça posait absolument aucun souci. Donc le jour de la pose, hein, vous voyez, les positionnements implantaires sans guide, il n'y a pas besoin. Alors, oui, on pourrait critiquer, on pourrait décaler un tout petit peu la 26, on pourrait être un poil plus en mésial. Très honnêtement, une fois les couronnes vissées, j'ai aucun souci de la pérennité de cette reconstruction dans le temps. Voici ici l'occlusion qu'on rétablit, donc la gêne fonctionnelle pour la patiente d'avoir une sortie un peu en vestibulaire. Très honnêtement, j'y crois pas, hein. Au pire, la seule chose qui va se passer, c'est qu'elle va pouvoir mécailler un peu le composite en surface, elle va muser le composite sur le puits de vis. Très honnêtement, pour la compensation fonctionnelle que j'ai, non, la demande ne sera absolument pas, j'aurai absolument pas de gêne s'il faut aller même une fois tous les 2 ans, lui changer une fois par an ou une fois tous les 2 ans, lui changer son composite sur cette 37, j'aurai absolument aucun souci à lui faire ça. Je préfère ça et avoir la sérénité d'un traitement qui, voilà, qu'on a pu faire sur un plan minimalement invasif. On a
pas de gros lambeaux. Au maxillaire, on n'a même pas d'ouverture. Le saignement est ultra minime. Il n'y a pas de plaie résiduelle suite à l'intervention. À la mandibule, ben, on fait minimalement invasif, c'est-à-dire une incision la plus petite possible. On décolle très peu, donc on ne vient pas perdre la vascularisation ni en vestibulaire ni en lingual. Ce qui fait, je pense, entre autres, qu'on ne perd pas la fine épaisseur de corticale qui nous reste en vestibulaire. Sur ces cas-là, vous mettez un implant traditionnel. J'en ai posé, j'en pose encore, sur un cylindre conique classique, dont le principe de fonctionnement, c'est de venir avoir sa stabilité primaire par une compression. Oui, on risque de perdre la très fine languette. Donc, dans ces cas-là, on est obligé de rajouter un petit peu de biomatériaux. Il faut décoller un peu plus loin. Il faut glisser un peu de biomatériaux. Il faut arriver à tracter un petit peu plus le lambeau. Mine de rien, même si on n'en remet pas beaucoup, tracter un petit peu plus le lambeau, bah, ça demande de décoller plus loin. Ça demande encore une perte de vascularisation sur ce site implantaire. Et à mon sens, un risque supérieur de favoriser cette résorption vestibulaire et donc éventuellement soit l'apparition de spires, soit devoir enfouir notre implant encore un petit peu plus loin. Les séances, ben, elles sont quand même réduites, hein, à part les 3 séances d'extraction qu'on a faites et les 1 ou 2 séances d'essayage, vérification, empreinte, planification prothétique. C'est pas aller chercher plus loin, hein. Une seule séance chirurgicale, pas de réouverture, pas d'operculisation à faire par-dessus. La patiente revient en contrôle 6 mois plus tard, tout va bien, oui, bonjour, bougez pas, je prends le tournevis, on dévisse tout. Une empreinte optique avec les scan body vissés en place, ça prend pas très longtemps. Et la pose des couronnes, elle s'est faite en une séance. On n'a pas eu de vérification, de contrôle particulier à faire. Le laboratoire avait conservé les wax-up, entre guillemets, qu'on avait fait. Au moment de la pose des couronnes, ben voilà, bonjour, vous suivez le wax-up, vous suivez l'emplacement des tables occlusales qui a été déterminé. Hormis la 37, où il y a un petit relief, il y a un bombet en plus qu'on ne peut pas tout à fait suivre, toutes les autres suivent le wax-up qui avait été planifié. Donc pour la patiente, voilà, il n'y a pas 46 000 séances, il n'y a pas de réouverture, il n'y a pas de nouveaux points de suture à remettre derrière. Ce sont des séances qui sont extrêmement légères pour elle. Donc c'est un plan de traitement qui également ben, suit la demande de la patiente. On l'a dit, on l'a répété, c'est une demande qui est principalement fonctionnelle. L'esthétique, je ne veux pas dire ne compte pas, mais pour vous donner un ordre d'idée, la patiente est restée tout le temps de cicatrisation, là, au total, allez, entre 8 mois et 1 an, elle est restée édentée sur tous ses secteurs postérieurs. Je lui ai dit, vous voulez pas que je fasse d'appareil amovible, au moins pour vous remettre une capacité mysticatoire, caler un petit peu tout le reste. Il me dit, non, non, il me dit, j'ai aucune gêne, tout se passe très bien, c'est pas le souci. Il me dit, je préfère rester comme ça. Il me dit, est-ce que les appareils vont vous gêner? Je lui dis, bah, les appareils, ils vont m'enquiquiner simplement, et c'est la petite contrainte de ces implants, c'est que les appareils, il va falloir les évider suffisamment pour qu'ils n'appuient pas sur les émergences implantaires. Bon, ça représente quand même un certain volume. Ce sont des appareils que vous allez fragiliser au niveau de ces émergences implantaires. Donc, moi, personnellement, c'est un implant royal, sous condition, sous réserve que je n'ai pas de prothèse amovible à mettre par-dessus. Je suis extrêmement serein. Voilà. Si j'ai une prothèse amovible à mettre par-dessus, ben, il faut les vider, il faut tenir compte de ces contraintes. Donc, la patiente a largement validé les compromis esthétiques qui étaient à faire. Ça lui pose absolument aucun souci. La chirurgie est d'une simplicité, pardon, comment dire, d'une non-invasivité totale. Et je vous dis, les douleurs post-opératoires, c'est 3 Doliprane à prendre. Donc, pour la patiente, c'est un confort énorme. C'est un service rendu aux patients. Oui, nous, cliniquement parlant, sur des approches un peu plus traditionnelles, on pourrait trouver à redire, on pourrait augmenter notre épaisseur de gencive kératinisée, on pourrait faire un petit peu différemment, on pourrait traiter les guides. Il y a d'autres variantes qui sont possibles, mais la patiente n'est pas demandeuse de ça. On en a discuté avec elle, hein. Je lui ai dit, voilà, c'est un peu fin, il va nous manquer de la place, est-ce que vous souhaitez qu'on... Elle me dit, non, non, est-ce que ça remet en cause la construction et la stabilité de la construction dans le temps? Non, pas de souci. Bon, bah alors écoutez, on évite et on ne fait pas ces traitements-là. Elle dit, je préfère un traitement simple, et il n'y a aucun souci. L'hygiène étant correcte, vous l'avez vu, moi, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, écoutez, je vous remercie votre attention par ces chaleurs caniculaires. Et Harold, bah, écoute, je te rends la parole.